La mobilisation a payé. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a décidé de placer la crèche Bambino's Palace en redressement judiciaire et non en liquidation comme le réclamait le gestionnaire. Les parents espèrent qu'un repreneur sera trouvé rapidement. Elle figure parmi les communes les plus touchées par l'ouragan Maria. Elle est généralement oubliée en des circonstances ordinaires. À Vieux-Fort, la vie pourtant reprend ses droits entre sourire et attente. Reportage dans un instant d'Anne-Elisabeth Arsène et Moïse Dexter. L'on peut apprendre à tout âge et c'est tant mieux. L'Université des seniors de Bémao a écouté sagement une conférence de Julien Mérillon de l'Université des Antilles sur la prévision et la gestion des risques. Le reportage d'Yvan Lemar est à suivre. Le lycée Carnot a passé une journée à tisser encore plus de liens avec Noël en temps longtemps. Ils ont écouté Benzo raconter des histoires, chanter et danser. Ces moments heureux n'ont pas échappé à Linda Kayarsi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce jeudi 14 décembre 2017. La mobilisation a payé. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a décidé de placer la crèche Bambino's Palace en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire comme le réclamait le gestionnaire. Les parents espèrent maintenant qu'un repreneur sera trouvé. Compte rendu d'audience, Linda Kayarsi. Ils l'ont voulu, ils l'ont obtenu. La crèche Bambino's Palace ne fermera pas ses portes à la fin du mois de décembre. Finalement, c'est la direction elle-même qui a plaidé pour un redressement judiciaire en abandonnant sa demande de liquidation. Elle a invoqué que, comme elle l'a déjà dit dans la presse, que des subventions n'avaient pas été versées. Et aujourd'hui, espère que ces subventions seraient versées. Donc les parents et les salariés sont satisfaits de cette demande. Nous avons appuyé la demande de redressement judiciaire et bien exprimé le fait que c'était un énorme mépris vis-à-vis des parents et des salariés que de leur annoncer la semaine dernière qu'un se retrouvait au chômage et que les autres devaient désormais rester chez eux à partir du 31 décembre pour garder leur enfant. Les parents sont soulagés après une longue mobilisation. Cependant, ils restent vigilants. Nous en sommes très contents. Maintenant, nous espérons que justement les conditions sont réunies pour la poursuite de l'activité. Vu le contexte qu'on connaît, il y a toutes les raisons évidentes pour qu'on reste vigilant. Une vigilance accrue du côté des syndicats qui, pour cette audience au TGI de Pointe-à-Pitre, ont tenu à être présents. Il faut nous savoir que dans toute organisation là, que les municipalités non plus, ils sont pas exempts et nous avons fait appel à eux pour prendre responsabilité aussi dans cette situation là. Également aussi Mamborel qui fait de la petite enfance cheval de bataille, il prend le département. Mais tous les monde qui a gravité la PMI autour de la petite enfance pour poser les vraies questions concernant qui gens il va mettre en place un véritable schéma politique pour la petite enfance, mais également aussi qui gens l'argent doit transiter n'importe qui gens sans contrôle dans des associations qui n'ont un seul motif, un seul objet, c'est de tromper volontairement des comptes associatifs et propres comptes. Les conditions, la menace de crèche à ciel ouvert, des parents pour dénoncer l'absence de crèche et pour leur suspendu. Enfin, jusqu'à ce qu'une nouvelle structure soit à nouveau dans la tourmente. Elle figure parmi les communes les plus touchées par l'ouragan Maria. Elle est généralement oubliée en des circonstances parfois ordinaires, mais à Vieux-Fort, vaille que vaille, la vie tente de reprendre. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter. 90 jours après notre passage dans ce quartier de Vieux-Fort suite au passage de l'ouragan Maria, les habitants retrouvent peu à peu le sourire et les travaux avancent de bon train. L'assurance nous a donné une partie, on a commencé les travaux, mais ça fait déjà un mois qu'ils sont en train de faire tous les travaux. Premièrement, c'est le toit. Il fallait faire le toit avant et puis après, toutes les autres choses après. Parce que le toit, parce qu'il y avait le lot qui tombait. Quand il pleuvait, moi, j'étais toujours inondée dans la maison, toujours inondée. Les autres travaux, bon, vous voyez comme c'est là, on a commencé et puis ça évolue. Voilà, ça avance. Je pense que ça continuera. L'assurance a pris en compte, mais on attend toujours l'argent pour continuer ces démarches. M'ont remis une certaine somme pour acheter la tôle, les tôles bien entendu, et puis le chauffe-eau est parti, le chauffe-eau est à terre, et les meubles abîmés.
tout est là, on attend toujours. Mais pour certains vieux fortins, le temps semble s'être arrêté. Rien n'a bougé en 3 mois. Une situation particulièrement délicate pour ce couple. Si de nombreux services de base sont de nouveau opérationnels, comme l'eau, Internet ou encore le téléphone, il reste encore beaucoup à faire pour que la vie reprenne véritablement son cours à Vieux-Fort. Les élèves de Dillon 2 se sont penchés sur un thème qui est très actuel aujourd'hui, c'est le harcèlement. Ils ont conçu un film qu'ils ont tourné eux-mêmes avec l'aide d'une réalisatrice. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Plutôt mignonne, toi. On ne t'en tirera pas aussi facilement. Parce que comme tu peux le voir, tu as bousillé mon polo. Pression, intimidation, chantage, le lot quotidien de certains élèves. Le film retrace le parcours d'une victime, une course contre le harcèlement que l'actrice principale a elle-même vécue. On m'embêtait parce que j'ai des poils sur les bras, sur les jambes. On m'embêtait pour mes longs cheveux, le fait que j'ai de bonnes notes à l'école. On me disait que j'étais une souceuse, que j'étais un gorille, une femme des cavernes. Donc c'est vrai que c'était pas facile. On m'a tiré les cheveux, on m'a donné des coups. Mais cette fois, le harcèlement revêt sa forme la plus extrême, le viol. C'est une nouvelle dans mon lycée. Depuis mon arrivée, je me fais harceler sexuellement par un garçon de 17 ans. Des rôles créés et interprétés par les élèves qui n'ont reçu qu'un léger coup de pouce. On n'écrit pas un scénario de la même façon qu'on écrit pour un livre. Donc il a fallu leur apprendre à écrire un scénario à partir de l'histoire. Donc enlever des choses, en remettre d'autres, améliorer, etc. Après les 20 minutes de projection, les réactions sont unanimes. C'était vraiment très bien. Je ne sais même pas à quoi dire. Je suis restée sans mots devant ce film. Il y a des élèves qui sont harcelés, mais qui ne le font pas dire, qui ne le signalent pas, ils restent dans leur coin. Tous les élèves qui sont harcelés devaient dire ça à un adulte ou bien parler au visio, etc. Ce court-métrage est l'aboutissement d'un projet pédagogique entamé dès le début du collège avec la rédaction d'un journal papier en 6e et en 4e. Avec près de 35 cas recensés chaque année, le thème du harcèlement à l'école s'est imposé de lui-même. Au moment où le projet a été initié, c'était nécessaire. Non pas parce que le harcèlement, le problème ne se posait pas avant, mais parce qu'il a pris une ampleur difficile à contrôler, essentiellement à cause, malheureusement, des réseaux sociaux. Cette expérience de travail et de vivre ensemble a permis à ces élèves de libérer la parole sur un sujet souvent tabou, car l'une des armes les plus efficaces contre le harcèlement reste d'en parler. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous dans un instant. Je vous invite à suivre l'Université des seniors. Les seniors ont planché sur la prévention et la gestion des risques. Puis nous suivrons le retour au lycée de l'IDA Kayarsi juste pour les fêtes. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, c'est ce qu'a démontré l'université et c'est tant mieux. Ce matin, l'Université des seniors de Bémao a disserté sur un thème très intéressant, la gestion et la prévention des risques. Yvan Lemar était là pour ATV, voici son reportage. Cette conférence était organisée dans le cadre de l'Université des seniors, mise en place par le Centre communal d'action sociale. Il existe depuis 4 ans. Et ce concept était effectué sur les thématiques selon les événements de la société. On effectue ces conférences environ 3 fois par année. Pour cette 3e conférence de l'année, le thème était prévention et gestion des risques, un rendez-vous très attendu par les aînés. J'ai appris à savoir les risques qu'il peut avoir, s'il y a un cyclone, s'il y a un événement quelconque, quel que soit tremblement de terre ou quel que soit ce qui peut se passer, je suis bien contente d'être informée sur les risques que je prends. Il faut dire que je me suis documenté quand même avant de venir. Et je suis allé sur Internet chercher un petit peu des réponses à certains questionnements que moi je me posais aussi. Et là, de toute façon, j'ai trouvé que déjà le débat était assez complet.
assez complet et j'ai pu aussi, j'ai tiré pas mal de profit. C'est toujours intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Sur les trucs de la commune, comment il faut faire, comment s'il y a un cyclone, où il faut aller, il ne faut pas y aller, ce qu'on doit faire, les stocks qu'on doit faire. Durant 2 heures, Julien Mérillon, universitaire, informe et répond aux questions des seniors sur la thématique choisie. On cherche à savoir ce qui les intéresse. Il y a une enquête qui est menée par le service du CCAS qui cherche à connaître les préoccupations. Donc on prend là, bien sûr, un certain nombre de thèmes qui correspondent à leurs demandes. Après cela, donc, bien évidemment, on me demande de préparer, de voir concrètement comment établir un projet qui réponde à leurs sollicitations. Et moi, je le fais de façon extrêmement vivante, avec des images, avec des diapositives, pour que ça soit accessible à tous. Et ensuite, pour leur permettre de réagir, de poser un certain nombre de questions et bien évidemment de les impliquer aussi. Et moi, je crois que l'idée qui est la mienne, c'est de les impliquer en tant que citoyens. La prochaine conférence sera programmée en janvier ou février 2018. Le tout numérique est pratiquement déjà là, mais beaucoup d'entre vous sont encore un peu perdus, d'où cette journée digitale pour tous. Le concepteur de cet événement est notre invité, Samuel Evans Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc c'est samedi, donc vous nous proposez une journée digitale pour tous. Racontez-nous. Tout à fait. Donc le Digital pour tous, qui est un projet de développement numérique, donc pour la Guadeloupe et concernant donc les particuliers et aussi les entrepreneurs, suite à une demande que j'ai constatée concernant les personnes qui aimeraient maîtriser ces outils et surtout celles qui aimeraient en exploiter le potentiel pour avoir plus de visibilité pour leurs activités. Comment cela va s'articuler? Ce seront des ateliers? Alors, donc, ce sera en 2 formats. Ce seront des ateliers conférences. Donc, dans un premier temps, une partie de sensibilisation sur le potentiel du numérique et ainsi qu'un atelier pratique, donc, sur une thématique qui se déroulera en 3 sessions. Donc, la première session à 9h30, la seconde à 13h et la dernière, donc, à 16h30. Dans une telle journée, qu'est-ce que vous visez comme objectif? Alors, l'objectif, donc, c'est de démocratiser donc l'utilisation du digital et surtout de faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas un outil de danger, puisque généralement, lorsqu'on n'a pas la connaissance, on a peur. Et donc, l'objectif est de surtout permettre aux gens de comprendre que le digital n'est pas une menace, mais au contraire une véritable opportunité, non seulement pour mieux communiquer, mais pour aussi gagner davantage. Et vous pensez que la Guadeloupe est déjà entrée dans le tout numérique? Alors, pas dans le tout numérique, certes, mais en tout cas avec un fort potentiel, parce que je pense qu'il faut encore mettre en place des actions pour sensibiliser tout au chacun. Un exemple simple, par exemple, concernant les entrepreneurs, il y a encore moins de 50% des entreprises en Guadeloupe donc, qui n'ont pas encore de visibilité sur Internet. Donc, il y a un réel travail à faire. Et puis aussi sur les démarches administratives, donc sensibiliser la population à l'utilisation de ces outils pour en avoir un meilleur bénéfice. On sait qu'il y a une demande parce que beaucoup de choses se dématérialisent, les déclarations d'impôts, les démarches administratives dans certains lieux, la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale. Est-ce que les Guadeloupéens ont vraiment pris cette dimension? Est-ce qu'ils vous demandent de leur apprendre à faire ces choses-là? Alors, effectivement, donc il y a ce phénomène de dématérialisation, comme vous l'avez expliqué, mais après, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont au fait de ces outils. Donc, il y a un travail, si vous voulez, d'éducation à faire au niveau de certaines populations d'âge. Je prends un exemple simple. Donc, les personnes de moins de 40 ans qui ont déjà eu le temps de s'adapter à ces outils, donc auront plus de facilité donc à utiliser le digital pour cela. Maintenant, pour celles qui ont un âge un peu plus avancé, il y a un travail à faire, et c'est là où le digital pour tous peut encore apporter. Est-ce qu'il y a un socle de connaissances de base que l'on doit absolument avoir? Et est-ce que vous l'enseignez ça? Oui. Est-ce que vous montrez aux gens dans les ateliers le socle, le minimum que l'on peut avoir pour aller sur Internet, par exemple, pour manier un ordinateur? Tout à fait, c'est cela, oui, parce qu'il faut des fondamentaux. Et j'aimerais même vous dire que dans le siècle où nous sommes actuellement, l'informatique devient un élément fondamental au même titre que lire, compter, écrire. Par exemple, qu'est-ce qu'un ordinateur, à quoi ça sert, comment fonctionne Internet, comment utiliser les outils de bureautique. Donc vraiment, le digital pour tous a pour objectif donc déjà de faire asseoir ce socle de connaissances et de permettre aussi à ceux qui sont déjà aguerris avec l'outil d'aller beaucoup plus loin et notamment exploiter le pouvoir des réseaux sociaux et du e-commerce, notamment pour les entrepreneurs. Oui, il y a une grande querelle, les gens sont divisés entre partisans de PC classique et Mac. Vous êtes de quel côté? Alors, ni de l'un ni de l'autre, à vrai dire. C'est-à-dire que chacun de ces outils, en fait, ont leur avantage. Non, mais ça ne pose pas de problème. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler d'utiliser un Macintosh peut très bien, chez vous, il trouve le nécessaire au cours de cet atelier. Oui, tout à fait. C'est possible. Que ce soit sur les outils d'Apple ou les outils donc PC. Voilà. Donc, il s'agit plus ou moins donc de la même utilisation et c'est une question d'adaptation. Et puis là aussi, nous sommes là pour faire un travail, voilà, d'éducation, au-delà même de la prise en main technique, mais de permettre aux personnes aussi de se défaire des barrières qu'ils peuvent avoir
vis-à-vis du digital et en voir plutôt un allié plutôt qu'une menace. D'accord. Et donc, ce stage est gratuit ? Alors tout à fait, ce sont des ateliers gratuits, surtout en ces périodes de Noël. Nous avons de nombreux cadeaux à offrir et donc nous proposons ces ateliers de façon tout à fait gratuite. Oui, mais c'est votre travail. Comment vous rémunérez, vous ? Alors, c'est simple. C'est-à-dire que avant de pouvoir proposer quelque chose de payant, il faut tout d'abord faire prendre conscience aux personnes que c'est utile, d'accord ? Donc moi, je travaille sur 2 volets, c'est-à-dire un travail social, qui est le cadre justement donc, de cet atelier, qui est de faire prendre conscience aux personnes de ces outils, et puis aussi un travail donc, de service, donc pour ceux qui en ont compris l'intérêt et qui à ce moment-là pourront bénéficier. Donc il y a cet atelier samedi. Voilà. Et est-ce que vous prévoyez d'autres manifestations ? Alors tout à fait, oui, bien entendu. Donc c'est pour ça que je vous invite donc à vous connecter au www.ledigitalpourtous.fr, où donc j'aurai d'autres événements prévus, non seulement donc pour la sensibilisation donc aux outils du numérique, mais aussi sur les services à proposer concernant les technologies nouvelles qui peuvent bouleverser notre société, telles que la robotique, l'intelligence artificielle. Tout cela aussi fait partie des projets du Digital pour tous. Il y en a pour tout le monde et pour tous les niveaux. Ouais. Est-ce que les personnes à mobilité réduite peuvent venir et participer parce que ces personnes-là peuvent avoir des besoins spécifiques ? Alors tout à fait, oui, c'est possible. Alors donc dans cet atelier, c'est vrai que nous n'avons pas choisi les locaux adaptés, mais pour d'autres ateliers, nous avons prévu bien effectivement donc de proposer des activités numériques donc pour les personnes en mobilité réduite, puisque c'est un outil à fort potentiel qui leur permet aussi d'avoir de la visibilité et puis aussi une meilleure utilisation de leur motricité. Est-ce que vous pouvez envisager des déplacements individuels pour aller vers des personnes qui sont dans l'isolement ? Tout à fait. Cela aussi fait partie de la vision du Digital pour tous. Bien entendu, il faut commencer quelque part. Donc, il s'agit pour l'instant d'attirer les personnes au digital et ensuite de faire le digital venir vers eux. Donc, bien effectivement, il y aura aussi un travail donc, de conscientisation en allant vers les personnes, ce que je pourrais appeler un travail donc, d'assistanat numérique donc, pour permettre aux personnes qui sont isolées par rapport à ce phénomène de fracture numérique d'en sortir, tout simplement. C'est bien qu'on me dise ça parce que, justement, les personnes handicapées en Guyane, ils s'en sont occupés voilà, pour pouvoir proposer des activités, des choses à ces personnes au cours d'une journée du handicap. Je vous propose de regarder ce reportage avec moi. Tout à fait. Avec plaisir. Ethan a 14 ans. En situation de handicap moteur, tous ses cours, il les passe avec Stéphie. Aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe, un des domaines où Ethan est en réel progrès. Le fait de s'intégrer, de ne pas rester en fait avec les autres élèves, ça l'aide beaucoup et il apprend, il aime beaucoup apprendre et ça l'aide. Devant son ordinateur, l'attention d'Ethan est captivée par les consignes de Stéphie, entrecoupées de quelques sourires. J'aime pas me lever tout le matin, mais ça va. Depuis tout petit, je suis allé à l'école. Alors, j'ai beaucoup appris. Depuis que je suis petit, j'ai beaucoup appris. Je progresse. J'ai déjà connu copains que d'ici que j'ai déjà connu, très gentil. Des fois, ils m'aident quand j'ai besoin de lui. Cette classe fait partie des unités ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire. Un dispositif qui permet la scolarisation et la prise en charge d'enfants en situation de handicap dans le premier et le second degré. Vous avez là derrière un dispositif qui accueille des enfants et avec un coordonnateur qui est un enseignant pour coordonner la scolarité de tous les jeunes qu'il accueille dans son dispositif. Mais on a aussi des unités externalisées qui, elles, s'appuient sur des établissements médico-sociaux qui donc scolarisent des enfants qui sont accueillis dans des établissements médico-sociaux et qui viennent dans des établissements scolaires. Et on a également des enseignants qui travaillent dans les instituts médico-éducatifs. Là, on a des unités d'enseignement qui scolarisent des enfants qui restent dans les IME. Sur le territoire, près de 3% des élèves scolarisés sont en situation de handicap, mais seules 6 communes du département bénéficient d'un accompagnement adapté. Le lycée Carnot a décidé ce matin d'ouvrir ses portes aux traditions de Noël, histoire de renforcer les connaissances culturelles des élèves sur cette période particulièrement intéressante de l'année. Le retour au lycée de Linda Kayarsi pour ATV. Quand le conte se mêle à la tradition de Noël, des vies de cochons sont sauvées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande. Les cochons ont fait grève. Donc il n'y a ni viande, ni boudin, ni jambon. Alors comment va-t-il se passer? C'est une histoire que j'ai dû créer en 1976. J'ai enseigné à Boissard. Les enfants m'ont demandé un conte de Noël. Et ils me racontaient déjà ce qu'on faisait. Alors j'ai dit, bon, ici il n'y a pas de tout ça. Alors j'avais annoncé la grève des cochons et j'ai inventé carrément l'histoire
Une note d'humour qui permet d'assurer de conserver l'esprit de Noël. Noël en temps longtemps, de case en case, et tous les signes avant-coureurs qui annoncent que Noël arrive, tout ce qu'on faisait, qu'on préparait, à part les cantiques, l'origine des cantiques, je vais parler de l'origine des cantiques, l'origine aussi du chanter Noël qui n'est pas chanter cantique. Permettre donc aux élèves de découvrir, d'approfondir leurs connaissances culturelles. 2 temps forts, la matinée autour de 2 masterclass, une masterclass avec un invité de prestige, Benzo. Première partie de la masterclass va tourner autour des chantés Noël, de l'histoire du chanté Noël. La deuxième partie autour du conte. Et puis l'après-midi, on va animer le lycée autour de stands culinaires. Et puis en dernier temps, un chanté Noël. Pour que la manifestation soit couronnée de succès, chaque section du lycée a mis ses compétences en pratique. On a commencé à travailler tous les chantés Noël et notre prof principal nous a donné à chaque musicien un morceau respectif à jouer et un soliste, une chanteuse ou un chanteur qui devait chanter justement les parties vocales du morceau. Ça s'est super bien passé. J'ai commencé, on va dire, à partir de la terminale à apprécier le théâtre. Enfin, j'apprécie vraiment ce qu'on fait par rapport à la Noël. Et c'est une belle scène qu'on a préparée. Au début, j'étais un peu stressée, mais après, c'est allé. Et je commençais à plus me lâcher. Et je trouve que c'est vraiment bien de faire ça, de préparer un théâtre pour la Noël. Toute la journée, l'esprit de Noël a soufflé sur le lycée Carnot. Clou des animations, un chanté Noël en présence de Benzo. Le chanté Noël, c'est aussi à la région Île-de-France pour la 2e année consécutive. Le reportage de nos confrères d'ATV Paris sur ce grand moment pour les employés de la région. Alors, c'est quoi le rythme? Allez, on y va. C'est quoi le rythme? L'air. Il faut se remettre un peu dans le contexte pour Christiane et Esmeralda. Installées depuis longtemps en Hexagone, les chantés Noël, pour elles, c'est d'abord une tradition. Ça rappelle la chaleur des îles et toute la joie que nous avons à chanter et à fêter les fêtes de Noël. Et pour ce 2e chanté Noël à la région Île-de-France, près de 400 personnes se sont déplacées, majoritairement originaires des Antilles. C'est très important pour nous parce que cela veut dire que la région Île-de-France est multiculturelle et les Antillais ont largement, les Domiens ont largement leur place à la région. Parmi les invités, un personnage du sport français, ancien ministre, confronté pour la première fois au chanté Noël. Je vais aux Antilles du 14 au 21 pour la Fédération française de rugby. Je vais m'inspirer un petit peu des traditions. Et il peut compter sur les Guadeloupéennes et Martiniquaises pour prendre le rythme, comme Viviane. Quelle bonne chose que la région a faite pour nous. Et ce soir, on vit après une journée de travail. Alors, vive Noël, vive la région. C'est chaud. Et après avoir pris un coup de chaleur antillaise, tous ces chanteurs de Noël seront prêts à subir le froid hivernal de Paris pour rentrer chez eux. Restons avec Noël et le rhum. Le Spirit Tourisme est un projet qui devrait permettre de développer à la Martinique donc le rhum et le tourisme. Les principaux acteurs de cette filière se sont réunis pour constater l'état d'avancement du projet. Voici le reportage d'Alizé Lutron et de Guy-Raphaël René. Chez nous, chaque année, 600 000 personnes visitent les 7 distilleries du territoire. Nos rhums martiniquais sont aujourd'hui commercialisés dans une centaine de pays. Une renommée internationale que souhaiterait mettre davantage en valeur le comité martiniquais du tourisme. L'objectif, c'est qu'en 2022, il y ait 1 million de personnes qui viennent en tant que spirit touriste, c'est-à-dire que le rhum ait été pour eux le produit d'appel. Au niveau des portes d'entrée, à savoir de l'aéroport, des ports, que tout de suite le touriste voit qu'il peut faire ce tour des distilleries, qu'on voudrait appeler route des distilleries, où on y réfléchit. Et autour de cette route, il n'y aurait pas que les distilleries à voir finalement. Après, vous visitez grâce à ça toute la Martinique. Selon le cabinet qui a mené l'étude, le spirit tourisme pourrait rapidement devenir la marque de fabrique de la Martinique, d'autant que nos rhums sont les seuls au monde à être labellisés AOC. Le spirit tourisme permet notamment de parler au monde. Et donc là, on a un élément de différenciation
très fort, qui peut permettre à la fois de faire venir des gens spécialement pour ça, et puis en même temps qui peut permettre de raconter des belles histoires et de porter notamment à l'international une image, un discours spécifique. Pour pouvoir réaliser ce projet, un plan d'action sur 3 ans sera lancé dès 2018. La première, c'est de renforcer, de continuer le niveau d'excellence dans l'accueil des sites de visite. Et donc ça passe notamment par la formation du personnel. Et on va retrouver ce thème de la formation, qui est un sujet extrêmement important, parce qu'à la fois dans les guides, les restaurants, les hôtels, on a du personnel qui n'est pas suffisamment formé, qui ne porte pas, qui n'incarne pas ce savoir-faire sur le rhum. L'enjeu est également de taille pour les distilleries, notamment sur les plans humains et culturels. À ce moment-là, vous avez une rencontre avec les hommes martiniquais, les hommes qui travaillent, les hommes qui produisent et les hommes qui développent une culture au fur et à mesure. Et c'est cette dimension-là qu'on veut mettre en avant, surtout et avant tout. Il y a une rencontre des touristes avec la population. Des échanges, des échanges d'informations, etc. Il n'y a plus d'accueil, il y a de l'hospitalité purement et simplement. À terme, les acteurs de la filière souhaiteraient que cette future route des distilleries inscrive en 2022 le spiritourisme martiniquais au patrimoine mondial de l'UNESCO. À vos stylos, quelques informations pratiques utiles à votre vie quotidienne. La distribution de l'eau toujours, Goyave et les abîmes, vous n'aurez pas d'eau vendredi entre 18h et 6h du matin. Et si vous voulez donner votre sang, sachez que le camion sera à Géant Casino à Bas-du-Fort, Gosier, entre 8h et 13h30. Et si vous voulez donner une information à la TV, vous composez le 05 90 60 11 11. Voilà, ce jour-là est à présent terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. La mobilisation a payé. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a décidé de placer la crèche Bambino's Palace en redressement judiciaire et non en liquidation comme le réclamait le gestionnaire. Les parents espèrent qu'un repreneur sera trouvé assez rapidement. Elle figure parmi les communes les plus touchées par l'ouragan Maria. Il est généralement oubliant des circonstances ordinaires. À Vieux-Fort, la vie reprend ses lois entre sourire et attente. Nous avons vu le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter. L'on peut apprendre à tout âge et c'est tant mieux. L'Université des seniors de Bémao a écouté sagement une conférence de Julien Mérillon de l'Université des Antilles sous la prévision et la gestion des risques. Vous avez vu le reportage d'Yvan Lemar. Le lycée Carnot a passé une journée à tisser encore plus de liens avec Noël en temps longtemps. Ils ont écouté le conteur Benzo raconter de belles histoires. Ils ont aussi chanté et dansé. Ces moments heureux n'ont pas échappé à Linda Kayarsi. C'est terminé pour ce soir. On se retrouve donc demain à 18h45 et puis à 18h50, vous aurez le question direct d'Idi Planté à 19h, le journal. À demain.